14h23. Le 17 mai 1945, l'ingénieur chimiste américain, le docteur Howard Fischer, se tenait dans le laboratoire principal de l'usine I.G. Farben à Ludwigshafen. Autour de lui, pas moins de 847 documents techniques, des descriptions de processus détaillés, des formules chimiques précises, des décennies de recherche allemande. La mission de Fischer était simple, tout confisquer, ne rien payer. L'Allemagne avait perdu la guerre. L'Amérique allait s'emparer de la technologie. Le procédé Fischer-Tropsch, l'innovation chimique la plus révolutionnaire du XXe siècle, allait devenir propriété américaine sans la moindre compensation. Ce n'est pas l'histoire d'une invention, c'est la documentation d'un vol de technologie systématique. Franz Fischer n'était pas un chimiste allemand ordinaire. En 1902, il avait obtenu son doctorat à l'université de Marbourg. Sa thèse sur la chimie du charbon avait réfuté 3 théories établies. À 28 ans, il dirigeait déjà l'Institut Kaiser Wilhelm pour la recherche sur le charbon à Mülheim an der Ruhr. Mais Fischer avait identifié un problème que personne d'autre ne voyait. L'Allemagne n'avait aucune réserve de pétrole. Zéro. En cas de conflit, le manque de carburant condamnerait tous les moteurs allemands à l'arrêt. Fischer avait besoin d'une solution, transformer le charbon en carburant liquide. C'était théoriquement impossible. L'équipe de Fischer aurait besoin de 15 ans pour rendre l'impossible possible. 1925, le laboratoire de Fischer à Mülheim. Après 4583 expériences infructueuses, son équipe avait fait une découverte majeure. La clé était une réaction catalytique à une température et une pression précises. Monoxyde de carbone plus hydrogène sur un catalyseur cobalt-fer à exactement 190 degrés Celsius et 20 bars de pression. Le résultat, des hydrocarbures liquides, de l'essence synthétique. La première transformation réussie du charbon en carburant de haute qualité dans l'histoire de l'humanité, Fischer et son collègue Hans Tropsch publièrent leurs résultats dans la revue Brennstoff Chemie. Le monde de la chimie fut sous le choc. L'Allemagne venait d'éliminer sa dépendance au pétrole importé. Hans Tropsch était le deuxième génie derrière cette invention, né en 1889 à Komotau. Il avait étudié la chimie à Prague. En 1920, il rejoignit l'Institut de Fischer. Tropsch était le penseur pratique. Fischer avait la théorie. Tropsch construisait les appareils. Il développa le premier réacteur haute pression fonctionnel pour la transformation catalytique du charbon. Le problème était le contrôle de la température. À 190 degrés, la réaction était optimale. À 210 degrés, les hydrocarbures explosaient. À 170 degrés, la réaction s'arrêtait complètement. Tropsch conçut un système de refroidissement avec de l'huile thermique en circulation, précision plus ou moins 1,5 degré sur 48 heures de fonctionnement continu. C'était de l'ingénierie révolutionnaire en 1925. La conception de son réacteur resta la norme industrielle jusqu'en 1960. Mais la véritable innovation résidait dans les détails que Fischer ne publiait pas. La composition exacte du catalyseur, 100 parties de cobalt, 5 parties d'oxyde de thorium, 8 parties d'oxyde de magnésium, 200 parties de kieselguhr. La taille des particules devait être comprise entre 0,1 et 0,3 mm. La température d'activation était exactement de 380 degrés Celsius pendant 16 heures dans une atmosphère d'hydrogène. La pression du réacteur devait être maintenue dans une tolérance de 0,5 bar. Le contrôle de la température nécessitait une précision de plus ou moins 2 degrés. Tout écart réduisait le rendement de 15 à 40%. Ce n'était pas seulement de la chimie, c'était de l'ingénierie allemande au plus haut niveau. I.G. Farben reconnut immédiatement le potentiel commercial. En 1926, le groupe acheta tous les droits de brevet de Fischer. Le prix d'achat s'élevait à 3,2 millions de Reichsmarks.
soit environ 48 millions d'euros en monnaie actuelle. Mais IG Farben ne paya pas seulement pour les brevets existants. Le contrat garantissait à Fischer et à son équipe des fonds de recherche illimités. Jusqu'en 1936, IG Farben avait investi 127 millions de Reichsmarks dans le développement. Le résultat, 18 usines de production industrielle. Chaque usine pouvait produire 4000 barils de carburant synthétique par jour. En 1944, l'Allemagne produisait un total de 124 000 barils par jour à partir de charbon. 90% de l'essence d'aviation allemande provenait des installations Fischer-Tropsch. Sans ce procédé, la Luftwaffe aurait dû rester clouée au sol après 6 mois. La première usine industrielle fut inaugurée en 1936 à Schwarzheide. Coût de construction, 47 millions de Reichsmarks. L'usine était gigantesque, 240 mètres de long, 180 mètres de large, 12 tours de réacteurs, chacune de 28 mètres de haut, un total de 847 km de canalisation, 342 vannes, 89 pompes, 67 échangeurs de chaleur. L'usine employait 1247 ouvriers en 3 équipes. Capacité de production, 600 000 tonnes de carburant synthétique par an, ce qui correspondait à environ 4,2 millions de barils. La qualité du carburant dépassait l'essence naturelle. Indice d'octane de 87 au lieu de 73 pour l'essence normale. Teneur en soufre inférieure à 0,01%. Parfait pour les moteurs d'avion qui exigeaient la plus haute pureté. Les pilotes allemands remarquèrent la différence immédiatement. Les moteurs fonctionnaient 15% plus proprement. Les intervalles de maintenance furent prolongés de 40%. Les Alliés le savaient. Les planificateurs militaires américains avaient désigné les installations Fischer-Tropsch comme cible de bombardement prioritaire. Entre 1943 et 1945, l'US Air Force et la Royal Air Force effectuèrent 847 raids aériens contre les sites de production d'IG Farben. L'usine de Leuna fut bombardée 22 fois. Au total, 128 000 tonnes de bombes furent larguées sur les usines allemandes de carburant synthétique. Mais les installations étaient construites profondément sous terre, avec des toits en béton de 4 mètres d'épaisseur, renforcés par des poutres en acier. Les bombardiers pouvaient détruire les bâtiments, mais pas les réacteurs souterrains. Après chaque attaque, les ingénieurs allemands réparaient les dégâts en 3 à 8 semaines. La production continua. Les Alliés bombardèrent la technologie qu'ils ne pouvaient pas arrêter. Après la guerre, ils allaient simplement la voler. La guerre de bombardement contre les installations Fischer-Tropsch révéla l'intérêt américain pour cette technologie. L'US Strategic Bombing Survey analysa les dommages après chaque attaque, pas seulement pour évaluer la destruction, mais pour comprendre les installations. Comment les réacteurs étaient-ils construits? Quels composants étaient les plus vulnérables? À quelle vitesse les Allemands pouvaient-ils réparer? Un rapport du 15 mars 1944 décrivait en détail l'usine de Leuna. Nombre de réacteurs, 18. Capacité de production, 8000 barils par jour. Point faible, alimentation en eau de refroidissement et alimentation électrique. Mais le rapport contenait également une recommandation remarquable. Citation. L'acquisition complète de cette technologie après la fin de la guerre devrait être de la plus haute priorité. Fin de citation. L'Amérique planifiait le vol alors qu'elle bombardait encore. 17 mai 1945. L'opération Paperclip était officiellement un programme de recrutement de scientifiques allemands. Inofficiellement, c'était le plus grand vol de technologie de l'histoire moderne. Le Combined Intelligence Objectives Subcommittee, ou CIOS, avait établi une liste de 3427 brevets et processus techniques allemands. Numéro 14 sur cette liste, le procédé Fischer-Tropsch. L'instruction était claire, saisir tous les documents, interroger tous les responsables, confisquer tous les droits commerciaux,
Aucune indemnisation ne serait versée. L'Allemagne était occupée. Le droit militaire américain autorisait la saisie sans procédure judiciaire. L'usine IG Farben appartenait désormais techniquement aux Alliés. Et donc, tous ses brevets. Le docteur Howard Fisher n'était pas seul à Ludwigshafen. Son équipe comprenait 23 ingénieurs chimistes américains, 7 experts pétroliers britanniques, 12 spécialistes industriels français. Ils travaillaient méthodiquement. Chaque document était photographié, chaque formule était recopiée, chaque description de procédé était cataloguée. Les Allemands avaient tenu des registres méticuleux, des courbes de température exactes pour chaque étape de production, des listes de matériaux détaillées avec les fournisseurs, des protocoles de maintenance avec des analyses d'usure, des données de contrôle qualité de 1936 à 1945, des calculs de coûts par baril de carburant produit. En 6 semaines, Fischer et son équipe ont confisqué tout le savoir technologique de 20 ans de recherche allemande. Un véritable pillage. La saisie était organisée avec précision. Chaque équipe avait des tâches spécifiques. L'équipe Alpha photographiait les dessins techniques. 2847 plans de réacteurs. 1352 schémas de canalisation. 847 schémas électriques. L'équipe Bravo cataloguait les formules chimiques. 489 recettes de catalyseurs. 723 optimisations de processus. 1128 protocoles de contrôle qualité. L'équipe Charlie interrogeait le personnel allemand, 67 ingénieurs en chef, 189 directeurs d'usine, 342 chimistes de laboratoire. Chaque interrogatoire était transcrit en sténographie. Les transcriptions ont ensuite rempli 12 847 pages. L'opération était aussi systématique qu'une invasion militaire. Et le but n'était pas le territoire, mais le savoir. Mais les informations les plus précieuses ne provenaient pas des documents. Elles provenaient des ingénieurs allemands eux-mêmes. Le docteur Heinrich Bütefisch avait été le directeur technique de la division carburant de l'usine IG Farben. Il connaissait chaque aspect du procédé Fischer-Tropsch. Les Américains l'ont interrogé pendant 89 jours. Chaque jour, de 6 à 10 heures. Il voulait les détails qui ne figuraient pas dans les documents. Les astuces pratiques. Comment empêcher l'empoisonnement du catalyseur par des traces de soufre? Réponse: ajout de 0,3% d'oxyde de calcium plus pré-traitement à 420 degrés. Comment maximiser la fraction d'essence par rapport au diesel? Réponse: augmenter la température du réacteur à 210 degrés, augmenter la pression à 25 bars, réduire le temps de séjour de 40%. Comment prolonger la durée de vie du catalyseur de 3 à 8 mois? Réponse: rinçage continu à l'hydrogène avec un débit de 2%. Éviter les cycles de température toutes les 72 heures. Bütefisch leur a tout donné, pas parce qu'il le voulait, mais parce que l'alternative était une accusation de crime de guerre. Les procès de Nuremberg étaient déjà en cours. Les dirigeants de l'usine IG Farben étaient jugés. Bütefisch savait que la coopération était sa seule chance. Il a remis aux Américains 1247 pages de notes manuscrites. Des descriptions détaillées de problèmes et de solutions qui n'étaient documentées nulle part. Le savoir implicite qui ne peut provenir que d'années d'expérience pratique. Les Américains appelaient ça « débriefing ». En réalité, c'était un transfert de technologie forcé sous la menace de la prison. La base juridique de ces saisies était fragile. Le Trading with the Enemy Act de 1917 autorisait théoriquement la saisie de biens ennemis. Mais la loi était conçue pour les périodes de guerre. La guerre était officiellement terminée le 8 mai 1945. Les saisies ont commencé le 17 mai. Techniquement, l'Allemagne n'était plus l'ennemi, mais un territoire occupé. Mais cela n'a pas eu d'importance. La proclamation numéro 2 du Conseil de contrôle allié du 20 septembre 1945 a déclaré rétroactivement tous les brevets allemands nuls et non avenus.
L'article 3 de cette proclamation a transféré tous les droits de propriété industrielle aux puissances occupantes, sans indemnisation, sans droit de recours, sans limite de temps, en un jour. L'Allemagne a perdu l'avance technologique de décennies, mais c'est devenu encore plus systématique. L'Office of Technical Services, en abrégé OTS, a été créé en novembre 1945. Sa tâche était la diffusion de la technologie allemande confisquée aux entreprises américaines. Jusqu'en 1948, l'OTS avait publié 2877 rapports techniques allemands. Chaque rapport coûtait 25 cents aux entreprises américaines. Pour cela, elles avaient accès à des recherches qui avaient coûté des millions à l'Allemagne. Le procédé Fischer-Tropsch a été publié sous le titre de Technical Report 718, 342 pages, avec des plans de réacteurs, des recettes de catalyseurs, des paramètres de processus, des calculs de coûts. Standard Oil of New Jersey a reçu une copie gratuite directement du ministère américain de la guerre 2 ans plus tard. Standard Oil a déposé un brevet pour un procédé de carburant synthétique. La similitude avec le procédé Fischer-Tropsch n'était pas une coïncidence. Le Technical Report 718 était extraordinairement détaillé. La section 1 décrivait la géométrie complète du réacteur. Diamètre intérieur 4,2 mètres, hauteur 28 mètres. Épaisseur de paroi 47 mm d'acier au chrome. La section 2 énumérait tous les composants du catalyseur. Les quantités exactes, les fournisseurs, les protocoles d'activation. La section 3 documentait les paramètres de fonctionnement. Profil de température de minute en minute sur 72 heures, fluctuations de pression et leurs effets sur le rendement. La section 4 analysait les structures de coûts, prix du charbon par tonne, consommation d'énergie par baril de carburant. Coût de main-d'œuvre par équipe, intervalle de maintenance et coût des pièces de rechange. Ce n'était pas une publication scientifique, c'était un manuel d'exploitation complet. Chaque entreprise américaine pouvait ainsi construire immédiatement une installation Fischer-Tropsch, sans une seule expérience personnelle. Les inventeurs allemands regardaient impuissants. Franz Fischer avait déjà 73 ans en 1945. Il est mort en 1947 sans jamais avoir reçu d'indemnisation pour l'œuvre de sa vie. Hans Tropsch était mort en 1935 avant de pouvoir constater la pleine utilisation commerciale de son invention. Leurs héritiers n'ont rien reçu. L'usine IG Farben a été officiellement dissoute en 1952. Les sociétés qui lui ont succédé, BASF, Bayer et Hoechst, ont récupéré certaines parties des installations d'origine, mais pas les droits de brevet. Les brevets Fischer-Tropsch sont restés la propriété américaine, britannique et française. L'Allemagne, le pays qui avait développé la technologie, n'était plus autorisé à l'utiliser que sous licence. Et les redevances de licence allaient à des entreprises étrangères. L'ironie est que les Américains ont à peine utilisé la technologie pendant des décennies. Après 1945, le pétrole était bon marché et abondamment disponible. Le carburant synthétique à partir du charbon coûtait environ 12 $ le baril en 1950. Le pétrole coûtait 2 $ le baril. Économiquement, Fischer-Tropsch n'avait aucun sens. Les entreprises américaines ont laissé les brevets prendre la poussière dans des tiroirs. Seule l'Afrique du Sud, qui était soumise à un embargo pétrolier, a construit de grandes installations Fischer-Tropsch à partir de 1955. La société Sasol produisait 150 barils par jour jusqu'en 1980. 140 000 barils de carburant synthétique grâce à la technologie allemande, sous brevet sud-africain qui étaient eux-mêmes licenciés par l'Amérique et initialement volaient à l'Allemagne. L'histoire de Sasol est particulièrement révélatrice. En 1950, le gouvernement sud-africain charge des ingénieurs allemands de construire une usine Fischer-Tropsch. Pourquoi des Allemands? Parce que seuls avaient l'expérience pratique.
les Américains possédaient les brevets, mais pas le savoir-faire. L'Afrique du Sud a versé aux États-Unis 2,4 millions de dollars de redevances de licence. Puis, elle a versé 8,7 millions de dollars à des ingénieurs allemands pour la construction effective. La première usine Sasol à Sassolburg a ouvert ses portes en 1955, construite par 47 ingénieurs allemands et dirigée par le docteur Erich Regul, qui avait travaillé jusqu'en 1945 à l'usine IG Farben de Leuna. Regul savait tout sur le procédé Fischer-Tropsch. Il avait passé 12 ans à Leuna. Les Américains l'avaient interrogé en 1945. Maintenant, il construisait pour l'Afrique du Sud ce que l'Allemagne n'avait plus le droit de construire. La technologie a fait un tour du monde, de l'Allemagne à l'Amérique comme butin de guerre, de l'Amérique à l'Afrique du Sud comme licence, de l'Afrique du Sud aux ingénieurs allemands comme contrat de construction. Aujourd'hui, les installations Fischer-Tropsch connaissent une renaissance. Le prix du pétrole a augmenté et les réglementations environnementales favorisent les carburants synthétiques. Shell exploite au Qatar la plus grande usine Fischer-Tropsch au monde. Sa capacité de production est de 140 000 barils par jour. L'installation utilise du gaz naturel au lieu du charbon comme matière première, mais le principe chimique est identique: catalyseur, température, pression, temps de séjour. Tout est basé sur les recherches de Franz Fischer de 1925. Shell n'a payé aucune redevance de licence. Les brevets sont expirés depuis longtemps. Mais la question morale demeure: le vol systématique de guerre devrait-il encore être considéré comme légal après 80 ans? L'installation Shell Pearl GTL au Qatar est techniquement impressionnante. Coût de construction 19 milliards de dollars. Ouverture en 2011. L'installation couvre une superficie de 1,2 km². Elle compte 24 réacteurs Fischer-Tropsch, chacun mesurant 38 mètres de haut et 10 mètres de diamètre, avec un total de 3200 km de canalisation. L'installation emploie 6500 personnes. Elle produit quotidiennement 140 000 barils de diesel synthétique, plus 120 000 barils de naphta et de kérosène. La qualité surpasse le diesel de pétrole, indice de cétane de 75 au lieu de 51, teneur en soufre pratiquement nulle. Mais si l'on analyse les plans des réacteurs, on voit l'ADN de 1925. Conception du lit catalytique, gestion des gradients de température, séparation des produits par condensation fractionnée. Tous des concepts développés par Franz Fischer. Shell appelle cela une technologie propriétaire, mais les racines se trouvent à Mülheim an der Ruhr. Les ingénieurs allemands qui ont développé le procédé sont morts dans la pauvreté. Franz Fischer a reçu en 1935 la plaque Karl Duisberg pour ses mérites. Une médaille d'honneur, pas d'argent. Son salaire en tant que directeur d'institut était de 18 000 Reichsmark par an, soit environ 270 000 € en monnaie actuelle. Un bon salaire, mais rien comparé à la valeur commerciale de son invention. IG Farben a gagné entre 1936 et 1945 environ 2,4 milliards de Reichsmarks avec le carburant Fischer-Tropsch, soit environ 36 milliards d'euros en pouvoir d'achat actuel. Fischer n'en a pratiquement rien vu. Après 1945, il a vécu d'une petite pension, 240 Deutsche Mark par mois. Il est décédé en 1947 dans son appartement à Munich. Aucun faire-part de décès dans les journaux américains. Aucune reconnaissance pour la technologie que l'Amérique avait volée. Les dernières années de Fischer ont été tragiques. Après 1945, il a tenté en vain d'obtenir une compensation. En juin 1946, il a écrit une lettre au gouvernement militaire américain. Il expliquait qu'il avait développé son procédé en 1925. Bien avant le national-socialisme, il demandait la reconnaissance de sa paternité et une compensation équitable pour les brevets confisqués. La lettre n'a jamais reçu de réponse. En octobre 1946, il a recommencé.
Cette fois, il s'est adressé au commandement de contrôle britannique. Encore une fois, aucune réponse. Fisher avait 74 ans. Sa santé se détériorait. Le 2 décembre 1947, il est décédé d'une insuffisance cardiaque. Sa femme, Martha, l'a trouvé le matin dans son bureau. Sur son bureau se trouvait une lettre à moitié finie adressée au commandement militaire français. Une dernière tentative désespérée d'obtenir justice. La lettre n'a jamais été envoyée. Le docteur Heinrich Buttfisch, qui avait révélé aux Américains les détails du procédé, a quand même été condamné. Les procès de Nuremberg contre I.G. Farben l'ont condamné en 1948 à 8 ans de prison pour travail forcé dans les usines I.G. Farben. Sa coopération lors du transfert de technologie n'a pas été reconnue comme une circonstance atténuante. Il est resté en prison à Landsberg jusqu'en 1952. Après sa libération, il a travaillé comme consultant pour Ruhr Chemie AG. Il n'était pas autorisé à utiliser commercialement ses connaissances sur Fischer-Tropsch. Les brevets appartenaient aux Alliés. Buttfisch est décédé en 1969. Amer, ruiné, oublié. Mais la technologie continue de vivre. Les installations Fischer-Tropsch modernes sont hautement automatisées. Réacteurs contrôlés par ordinateur. Régulation précise de la température à 0,1 degré près. Contrôle de la pression avec une précision de 0,01 bar. Les recettes de catalyseurs ont été optimisées. Au lieu de cobalt-fer, les installations modernes utilisent des catalyseurs cobalt-ruthénium avec un rendement supérieur de 15%. La température du réacteur a été augmentée à 230 degrés. La pression à 35 bars. Et le temps de séjour réduit à 4 secondes. Le rendement du produit est passé de 65% dans les années 1940 à 94% aujourd'hui. Mais chacune de ces améliorations est basée sur le principe fondamental que Franz Fischer a découvert en 1925. Monoxyde de carbone plus hydrogène sur catalyseur à haute température et pression donne des hydrocarbures liquides. Les améliorations modernes sont impressionnantes, mais incrémentales. Les catalyseurs cobalt-ruthénium ont été développés pour la première fois par Shell en 1978. Le rendement est passé de 80 à 92%. Mais le principe de base est resté identique. Conversion catalytique à haute pression. En 1995, Sasol a introduit des micro-réacteurs à canaux. Au lieu de grands réacteurs de 4 mètres de diamètre, ils utilisent des milliers de petits canaux. Chaque canal ne mesure que 2 mm de large. La surface totale du réacteur est ainsi multipliée par un facteur 50. La vitesse de réaction augmente de 300%. Mais, là encore, tout est basé sur la découverte de Fischer. En 2008, la Chine a développé des catalyseurs à base de fer qui fonctionnent à une pression plus basse. Au lieu de 35 bars, seulement 20 bars. Cela réduit les coûts énergétiques de 18%. Mais la réaction chimique reste inchangée. Monoxyde de carbone plus hydrogène égale hydrocarbures. Exactement comme Fischer l'a décrit en 1925, le calcul économique a changé. En 1950, le diesel Fischer-Tropsch coûtait 12 $ le baril, alors que le pétrole coûtait 2 $. Aujourd'hui, le diesel Fischer-Tropsch coûte environ 95 $ le baril, alors que le pétrole coûte 85 $. L'écart est passé de 600% à 12%. Avec des prix du pétrole supérieurs à 100 $, Fischer-Tropsch devient rentable. C'est pourquoi les entreprises investissent à nouveau. Shell a investi 19 milliards de dollars dans l'usine du Qatar. Sasol projette une usine de 14 milliards de dollars en Louisiane. La Chine, elle, construit 8 nouvelles usines Fischer-Tropsch pour un coût total de 37 milliards de dollars. Les entreprises allemandes sont absentes de cette liste. Le pays qui a inventé cette technologie
importe aujourd'hui le savoir-faire Fischer-Tropsch de Chine et d'Afrique du Sud. L'investissement agressif de la Chine dans le procédé Fischer-Tropsch est stratégiquement motivé. Le pays dispose d'énormes réserves de charbon, 138 milliards de tonnes de réserves prouvées, mais la Chine importe 70% de son pétrole. Le procédé Fischer-Tropsch offre une indépendance énergétique. Entre 2010 et 2020, la Chine a construit 26 installations commerciales Fischer-Tropsch, une production totale de 280 000 barils par jour. La plus grande installation, située à Erdos, en Mongolie intérieure, produit à elle seule 48 000 barils par jour. Un coût de construction de 8,6 milliards de dollars. Mais voici l'ironie. La Chine n'a pas acheté la licence de cette technologie à l'Allemagne. Elle l'a achetée à l'Afrique du Sud, à Sasol, pour 1,2 milliard de dollars. Sasol avait elle-même acquis la licence de cette technologie auprès des États-Unis. Et les États-Unis l'avaient volée à l'Allemagne. La technologie fait un voyage absurde. L'Allemagne développe, l'Amérique vole, l'Afrique du Sud vend la licence, la Chine achète. L'Allemagne ne reçoit rien. La situation juridique reste absurde. Les brevets originaux Fischer-Tropsch ont expiré entre 1945 et 1952. Mais les saisies n'ont pas concerné que les brevets. Elles ont concerné le savoir-faire technique, les descriptions de processus, les expériences opérationnelles. Ce savoir implicite n'est pas brevetable. Mais il est commercialement précieux. Les Américains l'ont cédé gratuitement à leur industrie. Le préjudice pour l'Allemagne est difficile à chiffrer. Une étude de l'université de Hohenheim, datant de 2003, estimait la valeur de tous les brevets allemands saisis entre 12 et 17 milliards de dollars, au prix de 1948. Corrigé de l'inflation, cela représente aujourd'hui entre 180 et 250 milliards de dollars. Le procédé Fischer-Tropsch représentait probablement à lui seul entre 8 et 12% de ce montant, soit environ 18 milliards de dollars, jamais payés, jamais reconnus. Il existe des précédents de compensation rétroactive. La Suisse a versé en 1998 un total de 1,25 milliard de dollars pour les biens juifs confisqués pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a versé, depuis 1952, plus de 89 milliards d'euros de réparation aux survivants de l'Holocauste. Mais il n'existe aucun programme de compensation pour les brevets confisqués. La technologie n'est pas considérée comme un bien au même titre que l'argent ou la terre. Les conventions de la Haye de 1907 interdisent le pillage de biens privés. Mais un brevet est-il considéré comme un bien privé s'il est détenu par une entreprise qui a servi l'État ennemi? Les juristes sont en désaccord. Les victimes de ce vol sont toutes mortes. Le nom de Franz Fischer apparaît aujourd'hui dans les manuels de chimie en tant qu'inventeur du procédé Fischer-Tropsch. Le plus souvent en un paragraphe, parfois avec une photo, rarement avec l'histoire complète. L'histoire de la façon dont son invention a été systématiquement volée, dont l'œuvre de sa vie a été confisquée sans compensation, dont les entreprises américaines ont gagné des milliards grâce à la technologie allemande, dont les vainqueurs de la guerre n'ont pas seulement pris le territoire et les réparations, mais aussi des décennies de recherche scientifique. Cela ne figure pas dans les livres d'histoire. Cela ne figure pas dans les documents de brevet. Mais c'est la vérité. Les détails techniques que l'Amérique a saisis en 1945 sont aujourd'hui accessibles au public. Le rapport technique 718 a été déclassifié en 1999. Tout le monde peut le lire en ligne. 342 pages de description complète du processus, mais la question morale reste sans réponse. Était-il légal de prendre aux ingénieurs allemands l'œuvre de leur vie? Les Américains ont fait valoir qu'I.G. Farben travaillait pour l'effort de guerre allemand. C'était vrai. Sans le carburant Fischer-Tropsch, l'Allemagne n'aurait pas pu mener la guerre.
Mais Franz Fischer a développé son procédé en 1925, bien avant le national-socialisme. Sa motivation était la curiosité scientifique et non l'agression militaire. Un scientifique doit-il être puni pour le fait que son invention a été utilisée à mauvais escient plus tard? Le parallèle avec les litiges technologiques modernes est évident. Aujourd'hui, les entreprises se battent pendant des années devant les tribunaux pour des violations de brevets. Apple a poursuivi Samsung pour les coins arrondis de ses smartphones. Le procès a duré 7 ans. Samsung a finalement versé 539 millions de dollars, mais l'Amérique a pris l'ensemble du procédé Fischer-Tropsch sans procédure judiciaire, sans compensation, sans droit de recours. La seule différence était que l'Allemagne avait perdu la guerre. Les vainqueurs n'écrivent pas seulement l'histoire, ils réécrivent aussi le droit de propriété. La double morale est remarquable. En 1947, l'Amérique a poursuivi la société néerlandaise Philips pour violation de brevets. Philips aurait violé des brevets américains de radio. Le procès a duré 3 ans. Philips a versé 18 millions de dollars de dommages et intérêts. Dans le même temps, l'Amérique a saisi des brevets allemands d'une valeur de milliards, sans aucune compensation. L'argument était que le droit de la guerre a d'autres règles. Mais le droit de la guerre n'autorise pas la confiscation illimitée d'inventions civiles. La Convention de La Haye de 1907 protège explicitement la propriété intellectuelle. L'article 46 interdit la confiscation de biens privés. L'article 47 interdit le pillage. L'Amérique a ignoré les 2 articles. La justification était qu'I.G. Farben servait l'effort de guerre allemand. C'était vrai, mais I.G. Farben était une entreprise privée et non un organisme gouvernemental. Les actionnaires n'avaient aucun contrôle sur l'utilisation militaire de leur technologie. Les actionnaires doivent-ils être expropriés parce que leur entreprise exécute des contrats gouvernementaux? Les conséquences de cette politique se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Après 1945, les scientifiques allemands sont devenus extrêmement prudents en matière de dépôt de brevets. Pourquoi faire de la recherche pendant des années si les résultats peuvent simplement être confisqués? Cette culture de la prudence a freiné l'innovation allemande pendant des décennies. Entre 1945 et 1960, les entreprises allemandes ont déposé 68% de brevets en moins qu'entre 1925 et 1940. Le préjudice n'était pas seulement économique, il était psychologique. La confiance allemande dans le droit international de la propriété a été détruite. Aujourd'hui encore, les entreprises allemandes sont plus réticentes à déposer des brevets que leurs concurrents américains ou japonais. L'ombre de 1945 plane toujours sur la culture de l'innovation allemande. La leçon est claire. En temps de guerre, on ne perd pas seulement des hommes et des villes, on perd aussi des idées, des innovations, des connaissances technologiques. Et tandis que les villes peuvent être reconstruites, tandis que les frontières peuvent être redessinées, le savoir volé reste perdu à jamais. Franz Fischer est mort sans savoir que son invention vaudrait des milliards au XXIe siècle. Sans savoir que des entreprises au Qatar, en Chine et en Afrique du Sud utiliseraient son procédé, sans reconnaissance, sans compensation, seulement avec la triste certitude que l'Amérique avait volé l'œuvre de sa vie et que personne ne la rendrait jamais.